a fumé le Golf. C'est pas possible ça. Ah, ok, ça repart un peu. Oh là 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 là. Ça repart. On va en profiter parce que ça va pas durer longtemps. Ce qui était un cauchemar de vacances est devenu une fête populaire. Tous les 2 ans, au 15 août, Tours retrouve ses embouteillages. Jusqu'en 1968, l'été, il paralysait complètement l'étroite rue centrale de cette petite ville varoise par laquelle passait la Nationale 7, la fameuse route des vacances. Nous, on a connu les mecs qui mettaient 3 heures pour traverser le village. 3 heures. Il n'y avait pas la clim à l'époque, il a l'air de faire chaud là. Il y avait ça, là. La clim. La clim, c'était ça? C'était ça. L'aération de l'habitat. Les embouteillages ont pris fin lorsque la Nationale 7 a enfin été déviée. Les heures passées bloquées au cœur des villages, les moteurs qui chauffent, les pannes, font désormais partie des souvenirs. Ceux d'une époque où atteindre la Grande Bleue était toute une aventure. Il va falloir pousser. On peut pas faire autrement. Ça fait partie du jeu. On va être obligé d'appeler la dépanneuse. Hein. C'est fini les vacances. La nostalgie, vous savez, on oublie le mauvais côté de l'époque. On garde que le bon, quoi, le bon souvenir. Et puis même les mauvais souvenirs de panne la nuit, de tout ce qu'on veut, souvent ça devient des souvenirs amusants 10 ans après. C'est ça la nostalgie en fait. Oui, c'est le passé sans les emmerdes. On a une époque, le présent qui n'est pas très joyeux, un futur qui est très incertain. Alors c'est vrai que le passé, ça reste confortable, quoi. On connaît. Quand la France regarde dans le rétro, elle a les 30 glorieuses en ligne de mire. Absence de chômage, croissance, tout semblait possible. À l'image de la Nationale 7, on idéalise ce passé révolu. Et tout ce qui vient le rappeler, tout ce qui est vintage, séduit et rassure les consommateurs. Une véritable rétromania. Un petit tour en 2 chevaux pour se transporter dans le passé? Direction le marché de la mode vintage de Lyon. Créé en 2001, il fait figure de vétéran parmi les innombrables salons rétro qui ont essaimé partout en France ces dernières années. Ici, le vintage se décline à toutes les sauces. De quoi satisfaire toutes les tribus réunies par une même fascination du passé. Des fans de jeux vidéo du début de l'informatique, en passant par les nostalgiques de la photo argentique, des disques vinyles, des vieilles voitures. On cherche ici ce supplément d'âme apporté par un objet du passé, une autre façon de consommer. Parfois, il s'agit juste de dénicher un accessoire vintage, ou alors, carrément, de ne pas ressembler aux autres. Là, vous hésitez? Bah oui, parce que c'est quand même un total look. Donc là, je vais pas passer inaperçu avec ça. Pour oser le vintage? C'est ça. Mais j'adore le velours, alors je vais au coup de cœur, donc je veux que ce vêtement il soit vraiment différent de ce qu'on va trouver. Enfin, je veux pas des couleurs basiques, je veux qu'il y ait des matières différentes. Non mais c'est vrai que c'est pas mal. Hein. J'adore. Je trouve que c'était pas la même classe. C'est entre les années 20 et les années 50, c'était vraiment la femme, quoi. Les chapeaux, les robes, c'est magnifique. C'est juste féminin et je me sens belle dans ces vêtements. C'est féminin, ça n'a pas le même charme hein, que l'industriel, tout fait en Chine. Là, ça a une vie, quoi. C'est différent que du travail à la chaîne. Ça a une âme. Ici, on trouve
retrouve de l'authentique façon Audrey Hepburn ou Marilyn Monroe, mais aussi ce que l'on appelle du vintage inspiré. Ça ressemble aux années 40, mais c'est fabriqué aujourd'hui. Ça prend la forme de motocyclettes rétro, mais il s'agit en fait de vélos électriques dernier cri. Dans ce grand mélange d'époques, l'innovation et le vintage font bon ménage. Les bricoleurs imaginatifs ont bien flairé le filon. Donc ça, c'est une radio qui a été modernisée en enceinte Bluetooth. Le haut-parleur est placé au même endroit que celui d'origine. Il utilise la même surface, le même volume de résonance. Donc ça a une sonorité vintage, mais avec de la puissance. On casse rien du tout. On vient greffer notre système discrètement à côté. On respecte l'objet. Ne pas jeter, recycler, réutiliser. L'intérêt pour les objets du passé se combine très bien avec le développement durable. Mais la nostalgie a ses caprices. Être ancien est la condition nécessaire, mais pas suffisante, pour intéresser les amateurs de vintage. Il faut aussi être tendance, comme le rotin. Ça, en ce moment, dans les intérieurs, ça fait fureur. On en vend pas mal. Voilà. Tout ce qui est table basse, les petits ensembles avec des fauteuils ou même des chaises, ça marche très très bien. Et puis surtout en hit, vous avez tout ce qui est miroir. Tout ce qui est petits miroirs rotins, etc. Ça bosse bien, ça. Il faut savoir qu'il y a à peu près 2 ans et demi en arrière, personne n'en voulait, c'était has-been, quoi, tout simplement. Et là, c'est revenu vraiment en force, quoi. Il y a des choses qui vont pas revenir quand même, tout peut pas revenir. Moi, je suis pas Madame Soleil, je jouerai pas là-dessus. Qui aurait mis une pièce sur le Valoris bariolé avec des couleurs marron, des couleurs orangées très fortes, etc. Et pourtant, à l'heure actuelle, on en vend. Le macramé peut revenir aussi? C'est pas impossible, je dirais, c'est pas impossible. Voilà, la déco, c'est au gré du vent. Le vintage, c'est une tendance lourde, avec des effets de mode parfois surprenants. Pour les spécialistes, il s'agit donc d'avoir du flair. Ouais, ça c'est chouette. Ouais, c'est bien. À 3, vous me le feriez? À 4, c'est bon. 4? Allez, c'est parti. Pour Isabelle Hiblot, chiner des objets vintage était d'abord une passion, avant qu'elle n'en fasse son métier. Ce matin-là, elle écume dès 7 heures l'un des plus importants vide-greniers de la périphérie de Nancy. Vous avez d'autres choses un peu de cette période, années 70, années 60 tac. Je cherche surtout du formica, mais du formica plutôt années 50-60. Des petits objets, des petits dessous de plats, des petites horloges, des réveils, des choses comme ça. Et des ensembles, buffet, table, des chaises. Vous la faites à combien l'horloge? Elles sont à 5 € pièce. 5 € pièce. Et ça, c'était très courant, ça, comme type d'horloge. On a vu ça partout. Ça. Oui, dans toutes les cuisines, de tous les appartements, voilà, il y avait ce type d'horloge, dateur qui faisait un bruit pas possible. Et si je vous prends les deux, vous me faites quoi comme prix? 8, allez, on part pour 8. Allez, c'est bien, je vous prends les deux là alors. L'horloge, là on a un petit bout de formica qui est sympa, s'il vous plaît. Après, j'aime encore mieux avec du formica rouge, avec voilà, des couleurs évidemment, mais c'est plus rare. Ah, le formica, c'est en plein dedans. Hein. On est en plein dans les années formica, on va dire. Hein. Ah, bah vous avez aussi le petit meuble formica. Le formica en acier. En métal, ouais. En métal. Ouais, ouais. Dans son bain. Il y a du boulot dessus. Non, mais vous allez le vendre, hein, je pense. Oui, on va le vendre. Hein. Oui, c'est clair. Il est un peu massif, un peu simple. C'est pas parce qu'il y a une plaque de formica que c'est vraiment beau et que ça marche, quoi. Il faut qu'il y ait un coup de cœur, il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose, quoi, de spécial. Là, non. C'est formidable. C'est formidable. Le plastique stratifié Formica est resté dans les mémoires pour avoir révolutionné les intérieurs d'après-guerre. Décoratif, peu onéreux, résistant et facile d'entretien, il remplace les meubles en bois brut hérités des grands-parents. Le Formica a envahi toutes les pièces de la maison, avant de tomber en disgrâce à la fin des années 70. Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir des panneaux formidables! Mon Dieu, quel bonheur! Mon Dieu, quel bonheur d'avoir des panneaux Formica! Chez Isabelle, il est partout. Et comme le promettait la publicité, il a parfaitement résisté à l'épreuve du temps. Les objets qu'elle affectionne, ceux qui ont des couleurs vives, des lignes travaillées, les petites pièces de mobilier. Mais quelle que soit la forme, le Formica est toujours une Madeleine de Proust. Il y a plein de souvenirs liés à, c'est là
Souvent, voilà, je rentrais de l'école à 4h30, sur cette table-là, je buvais mon chocolat chaud dans la tasse Choki. Et voilà, c'est des super souvenirs. C'est des souvenirs de gamin, quoi. Ouais. J'aime bien aussi, parfois, quand je fais des salons, quand je fais voilà, des brocantes, quand je présente mes trouvailles, les personnes qui passent et qui disent « Oh, regarde, c'est horrible, il y avait la même chez Tante Machine, on a tout jeté, et tant mieux, c'est moche. » Et ça me fait beaucoup rire. Voilà. C'est pas vrai. C'est pas moche. Bon, ceci dit, Isabelle a tout de même habillé d'adhésifs colorés ses meubles de cuisine Formica, car le beige d'origine n'était plus vraiment au goût du jour. Au départ, c'était comme ça à l'intérieur. Vous voyez, on retrouve cet aspect bois. Ça n'a pas connu de revival encore. Peut-être ça viendra, mais c'est pas dit. Je pense qu'il y a des modes, certaines reviennent, d'autres pas, et voilà. Là, ça non. Ça non. Pour rendre le Formica tendance et mieux le vendre sur son site internet V comme Vintage, rien de tel qu'une petite mise en scène. Dans sa boutique du centre-ville de Nancy, Isabelle recrée des ensembles, compose des décors vintage. L'horloge chinée le matin même au vide-grenier trouve naturellement sa place parmi ses congénères. Achetée 4 €, elle sera revendue ici 15 €. Ces 4 horloges, il n'y en a aucune qui fonctionne, donc on ne va pas les réutiliser en tant qu'horloge pour un objet vraiment pratique et montrer l'heure, mais plutôt on va les utiliser en objet de déco, dans l'idée d'avoir une accumulation d'objets qui racontent un passé qui est celui du Formica de cette période-là. Chaque foyer qui s'est équipé avec ces meubles dans les années 50, 60, même encore 70 bien sûr, faisait entrer cette part-là d'histoire, cette part des 30 Glorieuses, de se dire bah voilà, on est dans une société qui avance, dans une société en progrès, le progrès technique, le progrès scientifique, on va tous de l'avant. Et ça, c'était c'était un des symboles en tout cas de cette dynamique-là, de cet état d'esprit. Et je pense qu'on achète ce symbole-là, ce symbole un peu d'un paradis perdu en quelque sorte. Entre deux œufs vous pourrez parler, l'amour Formica va vous formider. Le Formica a tellement incarné cette France de la croissance et du plein emploi que Johnny Hallyday et Michel Sardou le célébraient. Entre deux œufs on pourrait parler, l'amour Formica va vous formider. Ah, les soirées devant les émissions de Maritier et Gilbert Carpentier. C'est aussi ça, la nostalgie. Le Formica n'est pas le seul à être tombé dans l'oubli avant un retour en grâce. Il y a quelques années encore, ces meubles standards d'après-guerre n'intéressaient personne, ou presque. Céline Talmar et sa sœur les chinaient et les rénovaient pour leur plaisir. Quand je regarde comme ça, je me dis qu'on a un petit bazar. C'est vraiment votre caverne d'Ali Baba ici? Ah oui, c'est la caverne d'Ali Baba, oui. C'est du mobilier de série, fabriqué après-guerre, donc il y en a eu malgré tout pas mal. Et c'est pas du tout des pièces de designer ou quoi, c'est des meubles pour les gens de la classe moyenne, de l'époque, de l'après-guerre. Il y a 6 ans, au début de la vague vintage, Céline et sa sœur créent leur société Rien à cirer pour redonner un coup de jeune à ces meubles délaissés. Cette commode basique se vendrait telle qu'elle entre 100 et 150 € chez un brocanteur. Ici, elle ne va pas seulement être rénovée, mais remise au goût du jour. Normalement, ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même dans un super bel état pour un meuble qui a 50 ans. Elle a un petit gabarit, des petites proportions, en même temps elle a des jolis détails. Il y a la coupe du plateau, avec les angles là de la structure arrondie. La petite découpe là, sur le pied, qui est plutôt jolie et qui lui apporte un petit charme supplémentaire. Et pour lui redonner un joli lustre, il n'y a pas le choix, il faut passer par la case ponçage. Pour trouver plus facilement preneur sur le marché vintage, la commode va garder son look rétro, mais plus vieillot. Elle est décapée, revernie, et les tiroirs repeints dans des teintes neutres pour aller avec tous les intérieurs contemporains. À
Après quelques jours de séchage, la commode est sous les feux de la rampe, photographiée pour être vendue sur Internet. Pour 580 €, vous pourrez lui donner une seconde vie. Elle est bienvenue, hein, par rapport à ce que c'était le vernis et tout. Il a retrouvé une belle couleur miel. Mais rénover ne suffit plus pour satisfaire la clientèle. La petite entreprise de Céline s'est lancée dans la fabrication de meubles néo-vintage. Donc il reste plus qu'à une couche de peinture sur les portes, c'est ça hein Oui, sur les portes jaunes, j'ai l'impression. Même dessin que l'ancien, même gamme de prix, mais fait maison et sur mesure. Il s'agit tout simplement d'adapter le vintage aux dimensions des intérieurs contemporains où les mètres carrés sont comptés. Du vintage modèle réduit en quelque sorte. Des enfilades moins larges et moins longues par exemple. Ce qui était une tendance pour initiés a maintenant gagné le grand public. On peut mesurer le succès de ce style-là quand on voit la grande distribution, enfin les grandes marques de déco. Donc je pense par exemple à La Redoute, à Maison du Monde, voire même à Ikea. Aujourd'hui, dans leurs nouveautés, dans leur catalogue de nouveautés, on voit clairement des meubles inspirés de cette période-là. C'est frappant. Et d'ailleurs, le mobilier d'inspiration vintage de ces grandes marques-là est moins cher que du vrai mobilier vintage. Mais des meubles de série actuels qui ne sont plus en bois brut, pourront-ils devenir vintage à leur tour? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de meubles qui sont fabriqués avec des stratifiés. Donc c'est-à-dire que c'est juste du bois aggloméré avec une couche de faux bois comme du plastique dessus. Et ça, malheureusement, on peut pas le... Il n'y a rien à faire, ça se ponce pas, ça se restaure pas, ça se repeint mal. On ne pourra pas poncer comme vous faites? Non, c'est ça la différence. Ça ne deviendra pas vintage? Non, ça... Je le crois pas. Mais peut-être que je me trompe. Continuer à se vendre, survivre aux modes, au progrès, n'est pas donné à tous les objets. Et à ce jeu-là, le disque vinyle a bien tiré son épingle du jeu. Ceux qui avaient pronostiqué sa fin seraient bien étonnés de voir une telle foule devant un disquaire. Merci beaucoup d'être là. On va ouvrir là dans la minute. On va vous faire entrer par petits groupes pour que ce soit plus confortable. On le disait dépassé par le CD, le MP3 et le streaming. Raté, le vinyle est toujours là. Le 15. Le Disquaire Day, c'est depuis 7 ans la fête des disquaires indépendants. L'événement annuel à ne pas rater pour les fans de vinyle à la recherche de séries limitées. Il y a d'autres choses de l'autre côté, hein. Il y a encore tous les disques. C'est une journée en fait où beaucoup de disques sortent spécialement ce jour-là chez les disquaires indépendants. Donc les éditions sont du coup limitées, 500 copies, 1000 copies ou 2000 voire 5000 pour les Doors. Donc ça dépend un peu de l'envergure du projet. C'est bien chargé là? C'est vrai. C'est des choses rares, des pressages tirés à 500 exemplaires, un Gainsbourg très rare, une BO de Gainsbourg. Voilà, il n'y en avait que 2 exemplaires, j'ai eu la chance d'en avoir un, je suis arrivé tôt, c'est aussi le principe. Ce public de fans n'a jamais cessé d'écouter et d'acheter des vinyles. Et une nouvelle génération est venue les rejoindre, portée par le ras-le-bol du tout numérique, le besoin d'un contact physique avec un bel objet et l'amour du son. Autour des bacs, la concurrence est rude. T'es déjà passé là, toi? Non. Attends. Bah, je t'ai doublé. Oui, je vois ça. C'est la guerre, hein, c'est ça? Tu me déclares la guerre, en fait, c'est ça? La guerre est... Tu la veux, la guerre? Longtemps. Je suis prêt à la voir. Depuis 25 ans, Jocelyn, alias Monsieur Vinyle sur les réseaux sociaux, écume les foires aux disques, les disquaires ou les ventes d'occasion comme ici. Élodie, 25 ans, appartient à la nouvelle génération. Et chez tous les deux, la même poussée d'adrénaline à la vue de bacs de vinyle. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis toute douce et lui, il est plus ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il va beaucoup plus vite. Disons que j'ai commencé quand Quand t'étais plus petit que moi. J'avais 11 ans ou 12 ans. Alors j'étais là. Mais j'allais dire... Donc j'arrivais pas à aller jusqu'au bout. Donc à force, la recherche est devenue automatique en fait. Et là, il est exercé. Le vinyle en lui-même, c'est un sillon, il est gravé, il est présent. Donc toute la musique, on la visualise. On peut savoir plus ou moins à quel moment il va y avoir un peu de force ou un petit peu moins de... Enfin, des moments où ça va être plus doux.
tout est inscrit, c'est comme un livre. Le CD, il ne dit rien. Le CD, il ne réfléchit que l'image qu'il voit, en fait. Donc c'est ce qui crée l'engouement, je pense. C'est que c'est un support physique vivant. Donc tu vois, il y a un peu de tout, quoi. Conséquence de cet engouement, le marché de l'occasion ne s'est jamais aussi bien porté. Mais pour s'y retrouver, mieux vaut s'y connaître un peu. Là, on a un pressage français, là. Un pressage français des Floyd. Ça, c'est l'album que je mets tout en haut de tous les disques que j'ai pu entendre dans ma vie. C'est celui qui s'est le plus vendu dans le monde. C'est le pressage quoi, celui que t'as avec le triangle? Ah, ben ça, c'est un pressage anglais, ça. C'est vrai? Oui, mais le pressage anglais... Oui, oui. Si on possède le pressage anglais, du groupe anglais, Pink Floyd, c'est 1 000 € direct. 500 000 €, voilà. Ça va très vite. Et là, on est sur un pressage français, bon, 20 €, c'est encore un peu cher, moi, je trouve. Il est partout, le Dark Side, là, je le vois partout. Mais oui, non, mais là, de toute façon, c'est un bac où il n'y a que ça. Incroyable, et j'ai jamais vu autant, quoi. C'est fou. 4, 5, 6... La passion a un coût. Résultat d'une heure de quête pour Jocelyn, 15 vinyles pour 150 €. Ah, ok. Ouais. On est dans le juste. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la cotation exacte. J'ai connu les foires aux disques dans les années 90. Il n'y avait pas ce côté guérilla ou recherche du disque qui vaut quelque chose pécuniairement parlant. C'est-à-dire qu'on était sur l'artistique. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, de jeunes, qui cherchent pour le côté musical, mais il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui cherchent pour revendre. Il y a une revente, vu qu'il y a Internet aujourd'hui. N'en déplaise aux nostalgiques, Internet a modifié notre rapport au disque. Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur Vinyle. Je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous portez bien et que vos galettes tournent sur votre platine. Aujourd'hui, sur YouTube, Jocelyn devient Monsieur Vinyle pour partager ses trouvailles. Les collectionneurs fonctionnent en réseau. Et la toile fourmille d'informations spécialisées, notamment sur la cote des albums d'occasion. Jocelyn vérifie régulièrement l'estimation de ses nouvelles acquisitions. Il y a plein de versions. CBS, voilà, je le tiens, il est ici normalement, voilà, et c'est celui-là. Ici, il y en a 27 qui le voudraient. C'est marqué ici, en fait, on a ici les personnes qui le veulent et ceux qui l'ont. Et j'en ai 2 en vente à partir de 75 €. Et 80 € sur le Danemark et la Hollande, voilà. Je l'ai acheté 9 € celui-là. En fait, il faut avoir le flair au moment où on cherche. On se dit, ouh, c'est Public Enemy. On connaît déjà l'historique un peu du groupe, on sait que ça a marqué quand même une bonne génération dans le hip-hop. Et forcément, c'est recherché aussi et c'est bon, quoi, c'est du bon. Le regain de popularité du vinyle, l'élargissement du monde des passionnés avec Internet ont transformé le marché. Les pressages originaux, rares, sont toujours plus recherchés. Une des pièces maîtresses, c'est celui-ci. C'est Velvet Underground. C'est un album des années 60. C'est un pressage américain qui fait partie du 3e vague de pressages originaux. J'ai là une banane qui est en très très bon état. Il faut savoir que cette banane-là, elle était à la base décollable. Et elle n'est pas restée en bon état au fur et à mesure du temps. Plus la banane est en bon état, mieux elle vaut en fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir la banane. et là, pour le coup, on l'a, la banane. Le marché actuel est aussi alimenté par des vinyles conçus dès le départ comme des objets de collection. À l'image de ce pressage américain, version platine, de la bande originale du film Gatsby le Magnifique. Il existe 100 exemplaires en tout dans le monde de ce pressage. Ça vaut combien, ça? Là, on est sur un pressage entre 500 et 600 € dans ces eaux-là. Le vinyle, maintenant, est considéré comme un support d'écoute d'élite, d'une certaine manière. C'est un objet plus cher, déjà, à produire. Dans ce cas de figure-là, on s'adresse à des collectionneurs vraiment. Donc, on va vite limiter à 100 exemplaires, 200 exemplaires, 300 exemplaires. Donc là, ça devient plus que de l'élite, c'est du VIP, quoi. Pour certains, le vinyle sera peut-être le seul support physique qui restera. Au numérique, l'écoute quotidienne et au micro-sillon, l'écoute plaisir. Car c'est tout de même la raison principale de sa survie, le son.
Ce renouveau du vinyle porté par des passionnés, l'entreprise MPO, Moulage Plastique de l'Ouest, l'a vécu aux premières loges. Ici, on grave des supports, CD, DVD, Blu-ray. Mais en franchissant une porte, c'est comme si on changeait d'époque. MPO presse des vinyles depuis 1957. Et dans les grandes lignes, le processus de production demeure inchangé. Tout commence par une galette de laque sur laquelle ont été gravés les micro-sillons. Ces masters sont ensuite pulvérisés d'argent et plongés dans un bain de nickel. On obtient ainsi une matrice de pressage qui est insérée dans les mâchoires des presses. Un galet de polychlorure de vinyle est poussé dans la machine et les 140 bars de pression des plateaux le transforment en une précieuse galette. Aujourd'hui, 24 presses fonctionnent 24 heures sur 24. Au creux de la vague, au début des années 2000, seuls 8 étaient en activité quelques heures par jour pour les collectionneurs et les DJ, les seuls à réclamer encore ces galettes noires. Le vinyle est depuis revenu en force. Les machines, elles, n'ont pas bougé, ou presque. Toutes les machines proviennent historiquement du même fournisseur. La seule différence, c'est que l'une est restée dans son état historique et l'autre remise à neuf. Par nos soins complètement internes, il n'y avait plus d'industrie, plus de capacité d'acheter des pièces mécaniques. Il a fallu donc usiner les pièces, il a fallu refaire les pièces, il a fallu redessiner ces pièces. Et il a aussi fallu racheter des machines. Celles-ci semblent flambant neuves. Et pourtant, ces pièces principales viennent d'un lot de vieilles presses dénichées au Venezuela. Le retour du vinyle a été tellement inattendu que les industriels se sont mordus les doigts d'avoir mis au rebut leurs machines. Sur les 72 que possédait MPO à l'âge d'or du vinyle, il ne lui en reste que 16, auxquelles s'ajoutent les 8 presses vénézuéliennes. L'usine peine à satisfaire la demande. Pourtant, si la nostalgie a relancé le vinyle, il n'y a pas de retour en arrière. Ce n'est plus un marché de masse, mais un marché de niche. Là, vous voyez, c'est une vraie production artisanale, hein, puisqu'il faut mélanger les couleurs dans une bétonnière. Donc c'est quelque chose de très très artisanal. Il faut savoir que les quantités de disques couleurs, on fait des toutes petites séries en disque vinyle. En vinyle, nos séries moyennes sont autour de 510, 500 à 1010. Donc on n'est pas sur des séries à 10 000 ou à 100 000. Oubliez les galettes pressées par centaines de milliers comme par le passé. Le vinyle, objet coûteux à fabriquer, devient un objet premium. Comptez 22 € en moyenne pour un pressage récent. Plus cher qu'un CD. Le vinyle est en train de changer. Tout simplement parce que le consommateur, il a changé. Le consommateur, aujourd'hui, il est jeune, il a 20 ans, il a 30 ans, il n'a même pas connu le CD. Donc imaginez, pour lui, le vinyle, c'est un nouveau produit. Mais il a des exigences qui n'étaient pas celui de l'époque. Il ne veut pas que ça craque. Il ne veut pas que ça se raye. Il veut pouvoir l'utiliser comme un produit, un objet connecté. Désormais, les vinyles sont vendus avec des codes permettant de télécharger la version numérique du disque. Bientôt peut-être, une puce vous enverra directement sur le site du label. Ou vous pourrez lire une face de ce compact sur votre platine disque. Le vinyle n'a pas dit son dernier mot. Et si l'histoire se répétait avec d'autres produits iconiques? Pas si simple. Oh, t'en as de la chance. C'est un cadeau fantastique, un Polaroid 1000. L'appareil le plus simple du monde. Eh bien, je vais voir si c'est simple. Allez, vas-y. Il y a près de 40 ans, Sacha Distel et son sourire faisaient la promotion du Polaroid. Regarde, ça se développe tout seul en quelques minutes. L'appareil était de toutes les fêtes avant d'être ringardisé par le numérique. Polaroid fait faillite, la fabrication des appareils s'arrête. Polaroid 1000, la façon la plus simple de dire Joyeux Noël. Faut t'approcher. Voilà. Mais certains, notamment chez les photographes, n'ont jamais pu se passer du Polaroid. C'est un portrait. Comme le vinyle, il possède des qualités uniques qui n'ont pas été remplacées.
Raúl Diaz ne jure que par ce procédé dont il a fait sa marque de fabrique. Et pas seulement par nostalgie. Tu peux donner le même appareil, le même film à deux personnes différentes avec la même lumière et tout, et le film va faire quelque chose de différent à chaque fois, et on n'aura jamais la même photo deux fois. Okay. Cette petite ligne-là, par exemple, c'est une ligne de la chimie qui court dedans, qui bouge encore. Il y a des défauts. C'est qu'on n'a pas une image parfaite comme on a en digital. On va appuyer un bouton, on va regarder sur l'écran. C'est plus ou moins la même chose qu'on a devant nous. Ici, avec le Polaroid, ça reste une impression de ce qu'on voit. C'est vraiment pas les vraies couleurs, c'est vraiment pas les vraies ambiances. Polaroid plaît aux artistes pour la créativité qu'il leur offre. Bien avant la création de l'application Instagram, avant les logiciels de retouche numérique, les photographes pouvaient en un clic transformer l'image. Un simple petit filtre plastique suffisait. Donc ça va couper la photo en 5, donc ça va faire un pentagone, et on va pouvoir prendre la photo avec les 5 images dedans. Si le Polaroid est resté, c'est aussi que les créateurs n'ont cessé d'en détourner les usages. Raúl Diaz a ainsi exhumé des appareils Polaroid professionnels, comme ce surprenant CU5, fabriqué dans les années 70. Moi j'aime bien, c'est impressionnant, ça fait vraiment radar de contrôle de vitesse, quoi. Normalement je l'utilise pour faire des portraits. Pourtant, à l'origine, le CU5 a été conçu pour les cabinets dentaires. On mettait ça devant, ça ici. Donc en fait, c'était chuter les dents. Ce qui intéresse aussi le photographe, c'est que cet appareil permet de faire de vrais clichés vintage. Il utilise un procédé Polaroid ancien où le film se compose de 2 parties qu'il faut séparer pour faire apparaître l'image. Et si Raúl Diaz obtient volontairement une image aussi dégradée, c'est que les films de ce procédé ancien ne sont plus produits depuis des années. Cet film, il est périmé depuis 2007. Ça, c'est le même film périmé depuis 2001. On va utiliser 2007 d'abord pour voir. J'ai racheté des stocks et il y a encore des stocks qui, de temps en temps, font surface des films, mais un pack de films comme ça peut coûter jusqu'à 40 €, voire plus. À l'épuisement des stocks, ce procédé disparaîtra. La nostalgie n'y pourra rien. Ce geste de sécher une émulsion humide appartiendra bientôt au passé. Et il s'en est fallu de peu pour que l'autre procédé de Polaroid, ce format carré si populaire, subisse le même sort. En 2008, la marque fait faillite, dépassée par la photo numérique. Des passionnés rachètent alors in extremis la dernière usine aux Pays-Bas. Un pari tellement fou qu'ils nomment leur société The Impossible Project, le projet impossible. Car relancer la production à l'identique est infaisable. Les films Polaroid sont d'une complexité inouïe. 27 couches, plusieurs centaines de réactions chimiques qui s'enchaînent en quelques minutes. Or, certains composants chimiques sont devenus introuvables. Plus produits ou trop dangereux. Il a fallu 3 ans pour recréer une toute nouvelle chimie de développement pour un film instantané noir et blanc. Et 2 années de plus pour la couleur. Tant pis pour la nostalgie. Le retour en arrière à l'identique est impossible. C'est bon ? On n'est toujours pas sur une chimie exactement similaire au niveau des temps. En couleur, on va commencer à voir l'image au bout de 7 minutes et elle sera totalement développée au bout de 30 minutes. Mais c'est quand même plus long qu'à l'époque. À l'époque 6, 7 minutes, fini en couleur. L'essentiel n'est pas de reproduire les films originaux, mais de faire des films compatibles avec les anciens appareils Polaroid pour qu'ils continuent à vivre. Tous ceux qui sont vendus ici sont des pièces vintage, en parfait état de marche. De 400 € pour les modèles des années 70 à 150 pour les plus récents. Le prix de la nostalgie. On peut aussi venir faire vérifier son ancien appareil avant d'acheter des nouveaux films. On a toute la gamme qui est en haut, là. D'accord. On va avoir les bords blancs classiques. Teintes monochromes, bords colorés et fantaisistes, tout est fait pour favoriser la créativité. Car c'est bien la raison de la survie de ce film.
offrir ce que le numérique ne permet pas. Triturer une photo pour changer de support, par exemple. On appelle ça un transfert d'émulsion. Et à chaque fois, la magie opère. Après, ça, on peut l'enlever. On tire comme ça dans l'eau. Hop. Et là, je vais couper. Comme ça, tu vas pouvoir, dans l'eau, la séparer du reste. Alors, vas-y. Tu vois comment c'est? Essaye de pas trop la pincer parce que c'est quand même très fin. Et hop. Ça, c'est la photo. Tout ce qu'on a enlevé là, c'était autre chose que la photo. Ça, c'est ce qui s'est fait quand c'est sorti de l'appareil. Après, si tu veux, tu peux aller la mettre sur du papier. Après, le jeu, c'est d'essayer de la déplier un tout petit peu et de trouver deux coins. Et après, tu attrapes le papier et la photo dans deux coins. C'est très beau. Même l'image, comme elle se... On dirait une méduse. Sors tout. Et après, tu vas reprendre comme ça. Mon papa, il est un peu plié, là. Ah, ouais. C'est encore un peu vivant. Hein. On a un objet dans la main qu'on peut modifier à l'infini. Donc, des gens essayent à peu près tout et n'importe quoi dessus. Et c'est ça qui est chouette. J'ai des clients qui brodent dessus, ou qui les cousent, qui en font des robes. Il y a des gens qui les mettent au micro-ondes. Et ça permet de jouer avec la photo vraiment physiquement, quoi. C'est ça qui est intéressant. Impossible a maintenu en vie la légende Polaroid et vient même d'en reprendre le nom. Mais son succès reste confidentiel. La nostalgie ne suffit pas toujours. Classique. Sur le marché de la photo instantanée, le comeback le plus lucratif, c'est celui d'un autre historique, Fujifilm. Ici, pas d'appareil vintage. Pour toute une génération biberonnée aux selfies sur portable et à Instagram, ce petit format rectangle, pas plus grand qu'une carte bancaire, s'est imposé. C'est pas la même chose en fait, il n'y a pas le même sentiment. Voilà, ça fait un plus quoi. Et on a déjà la photo, elle sort directement et du coup on peut la garder en souvenir, mais vraiment tout de suite. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'instantané chez les jeunes est vraiment perçu comme quelque chose d'innovant. C'est vraiment une innovation pour ces jeunes-là qui n'ont pas connu la photo argentique, qui n'ont pas connu Polaroid et qui découvrent ce procédé aujourd'hui. Au milieu des années 2000, la marque japonaise était pourtant à deux doigts de laisser tomber la photo instantanée. Jusqu'à ce que des scénaristes coréens utilisent un de ces appareils dans l'intrigue d'un feuilleton très populaire en Asie. Les jeunes fans s'en emparent, relancent la mode. Et quand elle atteint l'Europe, les revendeurs, qui n'ont rien vu venir, sont sceptiques. Au début, les distributeurs étaient vraiment frileux à l'idée de relancer ces produits qui pour eux étaient vraiment obsolètes, devenus obsolètes, puisque avec l'arrivée du numérique, du smartphone, on avait des habitudes photo qui avaient complètement changé. Et finalement, aujourd'hui, on peut même parler de best-seller, hein, puisque ces modèles-là s'écoulent à 300 000 exemplaires sur l'année 2016 pour le marché français. Et la marque japonaise ne compte pas en rester là. Son dernier modèle combine technologie numérique et développement instantané. Vous voulez essayer? On peut essayer, hein. Faut se coller, quoi. Ah bah ça va. On est des Chinois. Tout pour plaire aux digital natives, cette génération née avec le numérique. Super, c'est bien, vous êtes très sage, c'est parfait. Bon, à 1 € et quelques la photo, attention de ne pas en abuser. Là, vous êtes en train de vous révéler. Vous êtes en train de vous révéler. Pour l'envoyer, on a toujours besoin du portable, toujours le grand mix des technologies. C'est un peu une mise en abîme, on va dire. A priori, aucune nostalgie dans tout ça. Et pourtant, ce format carré, ça ne vous rappelle rien? Le format carré qui a été vraiment mis en avant par Polaroid dans les années 70 avec la photo instantanée, qui est remis au goût du jour sur Instagram et qui aujourd'hui revient sur nos derniers modèles. C'est un cycle permanent, comme on dit souvent dans la mode, dans les objets un peu technologiques, c'est vraiment quelque chose qui renaît du passé, qui revit très bien au présent. Donc on la prenne? Ouais. Mais à chaque cycle, la technologie prend plus de place, la nostalgie s'éloigne et les prix augmentent. 289 € pour cet appareil. Super. Et voici votre photo. Ce
recyclage du passé touche désormais tous les secteurs de la consommation et même les produits ménagers. L'acide citrique, c'est un produit qu'on connaît pas assez et qui est super pour des tartrets. Des couleurs acidulées, une imagerie très américaine années 50, des produits ménagers basiques bien de chez nous qui ont fait leurs preuves et la possibilité de composer soi-même ses recettes. C'est la clé du succès de ce fabricant lillois. Là, c'est une recette pour fabriquer soi-même sa pierre de nettoyage. Donc une pierre blanche. Ouais. Donc là, on est sur une recette où il nous faut du savon noir, du blanc de meudon, du bicarbonate de soude et puis de l'huile essentielle donc pour parfumer. D'accord. Et donc avec cette pierre, je vais pouvoir pareil nettoyer tout ce qui est évier, robinetterie, les semelles de basket comme je l'ai dit tout à l'heure. D'accord. En fait. Ce jour-là, toute la gamme est présentée à des journalistes spécialisés et des blogueuses. Pour fabriquer vos tablettes de lave-vaisselle. Non mais franchement là, je veux bien. Ça vous tenterait, je mets la poudre et c'est tout, je vais pas fabriquer. C'est l'idée de jouer un peu à la sorcière, c'est ça, jouer à la sorcière. Voilà. C'est ça, c'est le jeu en fait. Moi ça m'amuse moyennement, mais c'est le jeu. Je trouve ça une régression au point de vue féminine épouvantable. Vous pensez que c'est vraiment une tendance générationnelle Oui, c'est une tendance générationnelle, absolument. Faire ses produits soi-même, c'est une tendance de génération. C'est vrai, j'aime bien faire le ménage, j'aime bien voilà. les beaux produits de ménage. On aime bien les prendre, faire nos petites cuisines. En fait, parfois, c'est un plaisir. C'est pas seulement une corvée, quoi. Vous allez voir. Rendre le ménage sexy en jouant sur le fait maison, le retour à l'essentiel, c'est le tour de force des produits ménagers vintage. Pour accompagner les consommateurs, la marque a d'abord édité des petits fascicules gratuits de recettes. Mais les points de vente étaient constamment dévalisés. On a décidé en fait de sortir ce livre, un livre de recettes, donc accessible puisqu'il est à 3,99 €. Et du coup, ce livre-là, c'est un vrai succès, on peut le dire, puisque l'année dernière, on en a vendu quasiment 140 000 exemplaires. C'est un best-seller, là ? Oui, c'est un best-seller. Vous y attendiez ou pas ? Non, pas du tout. Du coup, pour alimenter la curiosité des clients, les chimistes de la marque sont constamment à la recherche de nouvelles formules. Je t'avais demandé une recette sur le nettoyage des tables à induction. Est-ce que tu m'as trouvé quelque chose ? Ouais. Alors on a dû chercher, parce que les premières recettes qu'on avait trouvées ou qu'on a pu voir, en fait, elles étaient souvent à base d'acide. Et en fait, on s'est rendu compte que quand tu mélanges le savon noir avec de l'acide, t'as un truc tout pâteux, tout... D'accord, donc cette recette-là, on l'élimine. Il s'agit de produits d'antan, mais aussi de produits chimiques. Pas question de jouer aux apprentis sorciers, de mélanger les acides et les bases. On teste ? Allez. Donc là, tu as fait des tâches de glace. Là, j'ai fait cuire de la mayonnaise. Je montre ? Et puis, nos aïeux n'avaient pas de plaque vitrocéramique. Il faut donc vérifier que ces produits soient compatibles avec les surfaces modernes. Tu conseilles plutôt quoi ? 2 cuillères à café d'eau, 4 cuillères à soupe de blanc de meudon et 4 cuillères à soupe de savon noir. C'est la recette pour un nettoyant vitrocéramique maison. Tu vois, ça dissout direct, ça dissout tout de suite. Ça part tout de suite. Pour une tâche de la veille, c'est efficace. C'est nickel, tu valides, je valide. Je pense que l'efficacité est la clé du succès et après le retour à des choses qu'on fait soi-même, une manière de consommer aussi plus raisonnée, fait que ça se développe fortement. D'ailleurs, la marque lilloise n'est pas la seule sur ce créneau porteur. Dès 1999, le fabricant Le Briochin, pour célébrer ses 90 ans, avait relancé son produit historique, le savon noir. Et le public, en quête d'authenticité, a suivi. La marque bretonne a créé un personnage expert à l'ancienne, Jacques Briochin, et ses contenants jouent également le côté vintage. Mais pour être légitime et crédible sur ce créneau des produits anciens, le marketing ne fait pas tout. Autrefois, l'encaustique. Aujourd'hui, Star Wax. Plus une marque est porteuse d'histoire, plus elle apparaîtra légitime. C'est aussi la recette de la marque lilloise. Star Wax, en vente chez les droguistes. On est dans les années 50, c'est l'après-guerre, et les États-Unis sont un petit peu le rêve, le succès, l'Eldorado. Et les frères Brunel, donc, qui ont créé la marque, ils ont choisi Star, l'étoile, et Wax, qui veut dire cire. Et en fait, donc, c'est notre premier produit. Et en fait, nos équipes graphiques ont cherché dans les archives, sont venues ici, ont regardé les anciens packs et ont décidé de s'inspirer des couleurs de l'époque des années 50. Le
Le logo, la tonalité américaine viennent donc des origines de la marque. Et la ménagère également. Elle a été remise au goût du jour en respectant le côté vintage des années 50. Et le succès a suivi. Quand on a lancé cette gamme, beaucoup nous ont dit ça va être éphémère, le vintage c'est éphémère. Et en même temps, on se rend compte que depuis 2011, on a de plus en plus de clients qui sont intéressés par nos produits. Donc on sent qu'une vraie tendance de fond s'est installée. Et on revient vraiment à ce sentiment de à la fois je fais moi-même et je fais un peu comme par le passé. Et si je prends un petit peu plus de temps, c'est pas grave. Retrouver le rythme d'un temps où la technologie ne dictait pas sa loi. Il y a de ça dans notre nostalgie du passé. Au rétro camping de Bel Repère, c'est une véritable expérience vintage que l'on propose. Un voyage dans le temps, la géographie. On pourrait se croire au pied des Rocheuses américaines dans les années 50. Nous sommes sur les contreforts des Pyrénées, en Ariège. Un petit Éden créé par Perret Balfour, qui a posé ici ses caravanes pour accueillir les voyageurs de passage. Vous êtes sur un trailer park. Un trailer park, c'est un camping en américain. Et j'avais fait une collection, c'est 10 ans, j'avais fait l'importation de la caravane américaine en France, ici. Ça date de 1946 de 1985. Et donc on peut venir avec sa caravane? Oui, si c'est plus de 30 ans. Ouais, bien sûr. Rien de contemporain n'a vraiment sa place ici. Les 12 caravanes sont toutes de vieilles américaines et chacune est une pièce de musée. Celle-ci est la plus ancienne, une Manor de la marque Spartan, la Rolls-Royce des caravanes. Évidemment, ici, pas de climatisation. On va ouvrir aussi ici. Colline, la compagne de Perry qui a créé avec lui le camping, aère tout manuellement. Ça s'ouvre comme des vitres de voiture? Ouais. Celle-là, c'est un modèle 1947. Quand on l'a reçue, elle était vraiment dans un état vraiment pitoyable. On a vraiment tout vidé, tout vidé, regardé avec la coquille. Et puis après ça, on a refait l'isolation, refait l'électricité et remis un maximum de choses comme à l'original, quoi. Je préfère garder l'authenticité plutôt que de mettre du neuf et puis ça ressemble à rien. Planche à découper avec les tiroirs qui faut les soulever. C'est super bien conçu, c'est carrément. Ouais, que quand on voyage, ça sort pas, il faut hop. C'est de très beaux objets. C'était bien fait, c'était bien fini. Il y avait du goût, rien que dans la forme aérodynamique de l'extérieur, quoi. C'est pas la même époque. On vient justement au trailer park pour remonter dans le temps, pour le calme et pour déconnecter. Pas de Wi-Fi, pas de télé, pas de piscine. Sentez relax ici. Les clients ne viennent pas ici par hasard. Le côté vintage comme ça, c'est quelque chose qui vous parle? Oui, on a des vieilles motos, on a des vieilles voitures, on est assez effectivement nostalgique de ces années-là. Ouais. Ces caravanes, dans ces véhicules, tout ça, il y a des intentions, il y a des... c'est des belles choses, quoi. Et le fait de les ramener ici, dans un cadre totalement différent de ce pourquoi c'était destiné, c'est magique. L'expérience rétro dans les vacances, c'est... Oui, c'est un rythme de vie aussi, quoi. Les gens, ils déconnectent un petit peu. Ils déconnectent ici. Et je vois plus en plus de gens qui viennent et disent « Ah, super, vous n'avez pas de Wi-Fi ici ?» Nous avons envie de transformer ça en Club Med. Nous voudrions garder un peu un esprit rétro, dans tous les sens, comme avant. Avant, dans les années 60, c'est pas facile hein, pour conduire, pas de clim, pas de piscine, pas de ça. Et d'une manière, c'est une partie de l'histoire. Trouver une rivière, trouver un lac. On voudrait les gens entrer dans la mentalité de l'époque. Je ne suis pas contre le nouveau monde et de tous les nouveaux gadgets. Par contre, une piscine, non. Non, nous n'avons pas trop de piscine. Non.
Le soir, le point de ralliement du camping, c'est l'Apollo Lounge, la caravane bar. Perry se fait DJ et plonge ses clients dans une ambiance rock années 60-70. Et bien sûr, il ne passe que des vinyles. Vous êtes nostalgique? Non. Non. Je suis pas nostalgique, non. J'aime bien mon époque. Nous ne sommes pas bloqués dans le passé, nous aimons bien le passé et le futur. Faire le pont entre le passé et l'avenir, c'est sans doute l'utilité de la nostalgie présente. Et un moyen aussi de réenchanter notre futur. Ba-da-da-ba-da-da-ba-da-da-ba-da-da.